Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Sur le volet immobilier de la loi de finances pour 2024, que faut-il retenir ? On ne pourra pas tout dire dans cet épisode, vous vous en doutez, mais avec mon invité Hugues Martin, avocat fiscaliste au sein du cabinet fiducial légal by Lamy, nous faisons le choix de mettre la lumière sur plusieurs des points qui ont été évoqués lors de la conférence donnée conjointement avec l'UNPI le 9 janvier 2024. Hugues Martin, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vous avez présenté ce matin, aux côtés du président de l'UNPI, Sylvain Grattalou, les dispositions de la loi de finances 2024 sur son volet immobilier. De façon générale, comment, selon vous, faut-il comprendre les mesures prises dans cette loi de finances 2024 sur son volet immobilier ? Vous vous doutez bien de la question que je vais poser. Quel est l'état d'esprit des textes adoptés ? Et puis surtout, est-ce qu'il y a une ligne conductrice ? Je dirais que les textes adoptés en matière immobilière dans le cadre de la loi de finances pour 2024 sont nombreux, oui, mais présentent d'une manière générale avant tout un caractère technique. Soit qu'il s'agisse d'adaptation, de prorogation de régimes existants, soit qu'il s'agisse de répondre législativement à des jurisprudences qui posaient des difficultés à l'administration fiscale et aux législateurs. En revanche, il n'y a pas de mesures majeures, oui, de mesures phares, à l'instar de ce qu'ont pu être en leur temps l'instauration de régimes tels que le Pinel, le Cellier, le Robien ou même le Périssol, si on doit remonter très loin. Donc, effectivement, c'est une loi qui comporte beaucoup de choses en matière d'immobilier, mais qui répond sans doute à un certain nombre de besoins, notamment en prorogeant certains régimes, type le Malraux, le de Normandie ancien, mais qui, à mon sens en tout cas, ne porte pas de dispositif ou d'ambition majeure en matière immobilière. Beaucoup d'ajustements au fond. Tout à fait. Dans ce texte, il y a des mesures dont on a beaucoup parlé dans la presse. Je pense par exemple au feuilleton sur la niche Airbnb et sur lequel on ne reviendra pas ici. En revanche, selon vous, est-ce que d'autres mesures, même si on a dit qu'elles étaient parfois de faible ampleur, mériteraient votre attention ? Tout à fait. Oui. En premier lieu, il y a la modification du régime de la loi Dutreil, Oui. Qui permet en fait de transmettre une entreprise soit par voie de donation, soit dans le cadre d'une succession, avec un régime très favorable, donc abattement de 75% en base, potentielle réduction de droits de 50% dans le cadre d'une donation, qui a été modifié de manière à répondre à la très récente jurisprudence de la Cour de cassation ainsi que du Conseil d'État, et d'exclure de manière annoncée les activités de location meublée ou d'activités de location de locaux équipés de ce régime. Donc le législateur réaffirme de manière assez nette, ce qui ressort très clairement tant des motifs de la loi que des débats parlementaires, que ce régime a pour vocation de transmettre une entreprise à l'exclusion d'une activité patrimoniale, et que dans l'esprit du législateur, une activité de location meublée simple, non assortie de prestations qui pourraient permettre de considérer qu'il s'agit d'une activité de nature hôtelière, par exemple, ou une activité de location de locaux équipés, n'ont pas vocation à bénéficier de ce régime Dutreil. Et ce faisant, le gouvernement travaille au caractère pérenne de ces entreprises, en fait. Tout à fait. Oui. L'idée du gouvernement est à ce stade en tout cas, oui. de maintenir ce régime Dutreil. D'ailleurs, il y a d'autres modifications qui sont apportées à ce régime, notamment s'agissant d'une définition légale de la notion de holding animatrice.
Mais effectivement, dans l'esprit du législateur, du gouvernement, mais du législateur plus généralement, il y a bien lieu de distinguer ce qui relève de l'entreprise, Oui. ce qui relève du patrimoine, avec en toile de fond le fait que dans l'esprit tant du gouvernement que du législateur, une activité de location meublée ou de locaux équipés, en tant que telle, est une activité patrimoniale et non une véritable activité entrepreneuriale. Sur quelle autre mesure devrions-nous porter notre attention, selon vous ? Un autre dispositif important est la modification de prise en compte des dettes dans le cadre de l'IFI pour l'évaluation des sociétés, et ce de manière assez explicite pour faire pièce à différents schémas d'optimisation ou même des situations de fait qui conduisent à favoriser une détention d'actifs immobiliers via des sociétés par rapport à une détention directe. Autre disposition législative assez remarquée, c'est l'adaptation des règles applicables en matière de TVA aux activités hôtelières et para-hôtelières qui sont donc réécrites de manière à être conformes aux directives de l'Union européenne et à la jurisprudence du Conseil d'État, et également donc, un certain nombre de mesures, notamment de prorogation de régime, type de Normandie, Malraux, etc. Pour ma part, il m'a semblé intéressant de peut-être vous poser la question du régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logement, un dispositif qui est prorogé avec un taux réduit d'IS. Comment est-ce qu'il fonctionne, ce dispositif-là, et puis sous quelles conditions ? C'est un dispositif effectivement qui vise à favoriser la création de logements par transformation de locaux professionnels, oui, type bureau. Ça, c'est une idée à la mode, d'où ma question en fait. Et donc, c'est un régime qui existe depuis un certain temps, qui est effectivement prorogé et aménagé, et qui permet donc à des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, donc dont le taux de droit commun est aujourd'hui de 25%, de bénéficier d'un taux réduit de 19%. Autre question en vogue en ce moment, c'est la rénovation énergétique. Et là, une mesure qui, personnellement, a pu me paraître étrange au regard du contexte, c'est le report des nouvelles modalités d'application du taux réduit de TVA sur les travaux de rénovation énergétique. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? Le régime historique en la matière est depuis longtemps assez critiqué pour sa complexité et son manque de lisibilité, tant par les professionnels que par les clients particuliers. Et effectivement, dans le cadre d'une précédente loi de finances, sa modification avait été votée et adoptée, et un arrêté en fixant les modalités devait être publié en 2023. Cet arrêté n'est pas intervenu, et donc la loi de finances effectivement prévoit un report de l'application du nouveau dispositif qui devra intervenir au plus tard le 1er octobre 2024. La raison étant que, selon toute apparence, que dans le cadre des concertations entre les pouvoirs publics, les professionnels du secteur, il a été considéré qu'il fallait plus de temps pour définir un dispositif adapté au regard notamment des objectifs environnementaux, d'économie d'énergie et des systèmes les plus adaptés, susceptibles d'être éligibles à ce taux de 5,5%. On va peut-être laisser de côté cette énumération des quelques mesures de la loi de finances 2024 qui ont suscité notre attention. J'aimerais vous poser une question beaucoup plus générale. En votre qualité d'avocat fiscaliste, comment est-ce que vous analysez la fiscalité immobilière en ce moment ?
La fiscalité immobilière est un Oui. ensemble particulièrement complexe et large. avec de nombreux impôts. Mais si on doit parler de la fiscalité des revenus, une option a été clairement posée en 2017 dans le cadre de l'évolution souhaitée par le nouveau président de la fiscalité des revenus du capital entre fiscalité des revenus immobiliers et fiscalité des revenus de capitaux mobiliers. La seconde catégorie a bénéficié d'une évolution législative favorable, avec notamment l'institution du PFU, avec toute une série de mesures visant de manière affichée à mieux placer la France par rapport aux autres pays de l'OCDE et à ses voisins européens, la fiscalité du capital étant jugée à l'époque plus lourde en France que dans d'autres pays et dissuasive. Et le choix a été fait de maintenir une fiscalité élevée en matière immobilière, voire de l'alourdir avec la suppression de l'ISF et la création de l'IFI. Et il est assez clair qu'aujourd'hui, l'immobilier est un peu la portion mal aimée du point de vue fiscal du patrimoine. Justement, le président de l'UNPI, Sylvain Grattalou, a présenté durant sa conférence de presse une série de propositions de réforme de la fiscalité immobilière. Et par exemple, il a proposé le remplacement de l'IFI par un impôt sur le capital dont l'assiette serait étendue à toutes les classes d'actifs. Et pour lui, il s'agirait d'agrandir l'assiette de cet impôt tout en diminuant le taux. Je pose la question aux fiscalistes que vous êtes. Ce type de réforme est-il envisageable, souhaitable ? Ce type de réforme est tout à fait envisageable et d'autres pays peuvent pratiquer une imposition de la fortune qui n'est pas une exclusivité française, Oui. Même si notre manière de l'imposer est assez spécifique. Après, effectivement, certains partis politiques prônent très clairement l'abolition de l'IFI et un rétablissement de l'ancienne ISF, ce qui n'est sans doute pas souhaitable. En revanche, une évolution de la fiscalité de la fortune vers une assiette peut-être plus élargie à déterminer, avec peut-être une distinction entre actifs, productifs, non productifs, mais avec des taux plus modérés, pourrait être souhaitable. Ou du moins envisageable. Autre proposition de l'UNPI, mais pour le coup, l'UNPI n'est pas du tout la seule fédération à militer en ce sens, la création d'un statut du bailleur privé. Quels seraient, selon vous, les bénéfices de la création d'un tel statut du bailleur privé ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par là et du statut qui serait ainsi défini, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des régimes fiscaux extrêmement variés liés à l'exploitation de l'immobilier, selon qu'on est en meublé, pas en meublé, en nu, etc. Et on s'y perd. On peut s'y perdre assez rapidement. Et avec, pour tout ce qui est notamment location nue, revenus fonciers, la circonstance que quelqu'un qui dispose de revenus fonciers et qui n'est pas dans une logique de travaux déductibles importants est potentiellement soumis à une fiscalité qui peut être extrêmement élevée du fait de ce qu'il n'y a pas d'amortissement qui est prévu en la matière. Oui. Donc une évolution, une réflexion vers un véritable statut du bailleur privé apparaît effectivement une chose souhaitable et intéressante. Je vais peut-être faire appel à votre créativité pour la dernière question. Si on vous donnait la possibilité d'instaurer une réforme immédiate sur un point de la fiscalité immobilière, quelle serait-elle ? À mon sens, il convient avant tout de privilégier une réflexion d'ensemble sur la fiscalité immobilière,
sur le statut fiscal du propriétaire immobilier, du bailleur, son niveau d'imposition, au regard de l'importance économique de l'investissement privé, notamment dans l'offre de logement, que les dispositifs isolés dont on a pris l'habitude, dont en on a fait. pris l'habitude et Oui. pour lequel la France a beaucoup d'expérience et de créativité. C'est peut-être du passé, ça. C'est peut-être du passé égal, tout à fait. Merci beaucoup, Hugues Martin. Je vous en prie, merci Anne-Sandrine.